surprenant, c'est qu'il y a quand même, quand tu regardes vue d'ensemble, une espèce quand même d'unité chromatique, hein, tout est à peu près dans les couleurs de terre et d'argile. Puis alors, par moment, il y a quand même des maisons qui brisent un peu cette harmonie et qui sont de couleurs presque acidulées. Hein. Les marchands qui sont partis faire des comptoirs en Asie du Sud-Est, au Kenya, quand ils sont rentrés, ils ont apporté avec eux les couleurs. Et en signe un petit peu de la réussite de leur entreprise, ils ont badigeonné leur maison. Mais tu vois, les couleurs qui sont les plus répandues, les couleurs préférées, ce sont le vert, qui est le symbole de l'islam, mais aussi de la verdure, de l'oasis, et le bleu, celui de l'eau. Et donc, à l'intérieur de la cour, perchée en hauteur, on reconstitue par la couleur une petite oasis. D'autres marchands, eux, ont voulu faire étalage avec une extravagance de couleurs, avec tout ce qu'il y a de plus criard, mais c'est très récent. C'est presque aussi beau vu du sol que du sommet des falaises. Ce qui est étonnant pour le non-initié, c'est qu'on a quand même l'impression d'abord que l'architecture ici est faite avec des volumes assez simples, qu'elle fait dans la sobriété, qu'il y a un sens comme ça assez profond, la symétrie, la régularité. Mais évidemment, ce qui frappe le plus, c'est cette notion de mimétisme. Je ne sais pas si ça participait d'un souci d'homogénéité, en tout cas, c'est réussi. En fait, moi, ce que je trouve le plus spectaculaire, c'est qu'on ne sait pas où s'arrête l'œuvre de la nature et où commence le travail de l'homme. C'est vrai. Parce qu'en fait, tout ça, c'est que de la boue. C'est que la terre, c'est le limon. Et tu vois, c'est les moyens limités qui font les chefs-d'œuvre. Et ça, c'est joli. Et ce qui est aussi absolument étonnant, c'est que c'est très adapté au climat qui est à la fois avec des nuits fraîches et puis des journées qui sont très chaudes. Alors ces épais murs de boue, ils te restituent pendant la journée la fraîcheur de la nuit, et puis la nuit, ils te rendent tout le rayonnement qu'ils ont emmagasiné pendant la journée. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le matériau de base ici, hein, ce qu'on appelle le pisé, sont des briques d'argile, ni plus ni moins, et c'est une sorte de recyclage de la nature, parce que ce qui est arraché, notamment à ces falaises, par l'érosion, et après drainé par la rivière et déposé en limon, est récupéré, on le voit bien, le long des pistes ici, une des principales activités, on voit les ouvriers faire ces fameuses briques. Et donc on mélange juste un petit peu de paille hachée pour donner plus de cohésion. Et au bout de 3 jours, les briques sont suffisamment sèches pour pouvoir servir à construire les murs. Alors, ces bâtiments à étages, ça c'est quand même quelque chose d'assez original, tout au moins pour une architecture ancienne. Et ça s'explique comment? L'impossibilité de s'étendre à l'horizontale? Il y a une double raison, c'est à la fois dans un souci défensif et pour libérer les terres cultivables. Il y a des maisons qui ont plus de 400 ans avérées, notamment celle de Shibam, que l'on a c'est survolée. vraiment la ville merveilleuse ici. Hein, Elle est d'autant plus étonnante que si ici les maisons se sont implantées le long de la falaise pour laisser à l'oued tout le passage, là-bas, l'oued étant très très large, c'est sur un tel d'alluvion, sur une butte, que les maisons se sont construites. شيبام تتكون من هذه المدينة الأفقية من 400 منزل وبناية يتجاوز علو بعضها 30 متراً ويقطنها ما بين 7000 و8000 نسمة ويطلق عليها لقب منهاتن الصحاري. بعيداً عن شيبام في الشمال الشرقي من حضرموت توجد صحراء الربع الخالي، أقفر صحاري العالم من الناحية النباتية والحيوانية، وهي عبارة عن بساط من الكثبان الرملية يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، وتمثل أكبر كثافة رملية في العالم، مما جعل الكشاف الإنجليزي ستينجر يطلق عليها اسم أم الصحاري. ففي نهاية الأربعينيات قد اجتاز سرياً هذه الأرض المحرمة على غير المسلمين. من المعروف أن بعض الكثبان الرملية تصدر أصواتاً قوية بشكل غريب، وقد أتى ستيفان دويدي الفيزيائي والباحث في علم الأصوات مع الباحثة أودغي
إلى صحراء الربع الخالي لدراسة وتحليل هذه الظاهرة. إن مساعدة البدو لا محيد عنها، وسوف يدلونهم على المكان الذي يقولون أنهم سمعوا فيه أثناء إقامة مؤقتة في ليلة قارسة تأوهات طويلة وعميقة. توقفت القافلة الصغيرة في سفح جبل رملي ذو منحدر حاد يبلغ